Cela étant, est-ce qu'il ne faut pas reconnaître que la formule de Rutte, on disait il est lèche-cul, mais oui, effectivement, tout le monde se comporte avec Trump comme s'il était le papa du monde. Écoutez les réactions ce soir. Voilà. Ici, vous avez la confirmation de ce que Emmanuel Todd a toujours dit. Dans notre zone d'influence, c'est les États-Unis qui sont les rois. On est dans la sphère de domination américaine. Et nous, en tant que soumis, surtout nos dirigeants, ils pensent qu'il faut être bon avec les boss. Et aujourd'hui, vous venez de l'attendre de la bouche de Darius Rochebin. Ils font tous les lèche-culs. Comment est-ce reçu par les Ukrainiens ? Alors forcément, les Ukrainiens se méfient beaucoup parce que Donald Trump, on a l'habitude d'avoir des revirements de situation. Un jour c'est noir, un jour c'est blanc. Donc beaucoup de prudence. Moi, j'avais une source en revanche au niveau de l'OTAN qui me parlait tout à l'heure en me disant on salue évidemment ces annonces qui sont très bonnes. En revanche, on est vraiment face à un Donald Trump qui vient de s'apercevoir avec qui il y a en face, c'est-à-dire Vladimir Poutine, qu'il avait complètement sous-estimé, et on était vraiment plutôt sur un terme de déni et puis défaite de toute sa politique. Rappelez-vous, je viens au pouvoir, en une journée, en 24 heures, je mets fin à la guerre. Non, en effet, Vladimir Poutine, il l'a... Franchement, ça, c'est pas de l'ironie, ça. Quelqu'un de l'OTAN qui dit que Donald Trump, il a sous-estimé la Russie ou qu'il a sous-estimé Vladimir Poutine. Donc l'OTAN lui-même, qui ça fait 3 ans qu'il se prend une raclée en Ukraine, et ils n'ont pas sous-estimé Vladimir Poutine ni la Russie. C'est juste Donald Trump qui, lui, voudrait juste rafler son argent pour les États-Unis et faire des sous. C'est lui qui a sous-estimé Vladimir Poutine. Le problème de Vladimir Poutine, c'est que c'est pas que Vladimir Poutine ne veut pas faire plaisir avec Donald Trump. Au contraire, Donald Trump, c'est même l'un des dirigeants occidentaux qui travaille le mieux avec la Russie. Parce que lui, il s'en fout, lui, c'est business as usual. Tant qu'on fait de l'argent, c'est pas grave. Le problème, c'est que la Russie savent qu'ils ne peuvent pas s'engager sur les choses qu'ils veulent avec les Américains, puisque rien ne garantit que celui qui viendra va respecter ce qui sera dit ou ce qui sera conclu. Ce qui est exactement la cause de ces problèmes. L'extension de l'OTAN vers la Russie, c'était une promesse des Américains de ne pas faire ça. Et qu'est-ce que Joe Biden et Barack Obama ont voulu faire? Barack Obama, il s'est fait arracher la Crimée à cause de quoi? Parce qu'il a voulu trahir cette promesse. Joe Biden, là, et il est parti, il a laissé l'Ukraine dans la mouise. Pourquoi? Parce qu'il a voulu trahir cette promesse. Eux, ils savent que quoi que soit la bonne foi de Donald Trump, ce qui sera signé par le papier, sur le papier, et que eux-mêmes ne garantiront pas par leurs propres moyens, leurs propres armes, leurs propres soldats, peut être défait du jour au lendemain, particulièrement avec toute cette nomenclature, toute cette élite occidentale, particulièrement en Europe, qui est russophobe. Ils ne respecteront pas les contrats. D'ailleurs, quand ils n'ont pas respecté Minsk II, c'était eux. C'était eux qui savaient bien que voilà, on va se mettre en position, ou on va mettre l'Ukraine en position de se battre avec la Russie. Hollande et Merkel l'ont avoué. Aujourd'hui, les médias français font semblant comme si non, la Russie est devenue fou. Non. Ces gens-là savaient bien que ce qu'ils étaient en train de faire en Ukraine, la position dans laquelle ils mettaient l'Ukraine, rendait inéluctable leur confrontation avec la Russie. Et ce à quoi ils comptaient, ce n'était pas la confrontation militaire. Eux, ils pensaient avoir des données toutes fraîches sur la Russie qui montraient qu'une fois qu'ils vont mettre les sanctions, la Russie va mettre un genou à terre. Et la Russie n'a jamais mis un genou à terre. Et aujourd'hui, ils sont en train de courir parce qu'ils se rendent bien compte que voilà, même avec leur argent maintenant, au rythme où ça va, ils ne sont pas en mesure de lutter contre la Russie. Ils essayent de faire perdurer cette guerre parce que l'Ukraine a déjà perdu. Et l'Ukraine a même perdu trop tôt. Ils n'ont pas encore eu l'argent pour financer leur nouvel armement. L'Ukraine a déjà perdu, on le voit tous les jours. Nous qui suivons les cartes, nous voyons bien que l'Ukraine elle ne fait que retarder l'inéluctable. Elle avance même plus. Il n'y a même pas un seul endroit où elle avance. Ils font ça pourquoi? Pour le temps qu'ils arrachent l'argent des budgets et qu'ils se réarment. Même en se réarmant, ils ne seront pas en mesure de lutter contre la Russie. Et encore moins contre la Chine. Et après ce qui s'est passé en Iran, on sait que tout le Sud va s'organiser pour être encore meilleur au niveau armement, puisqu'ils ne peuvent pas se fier aux Occidentaux. Et vous allez le comprendre même ici, là, dans la suite de cette vidéo.
Complètement sous-estimé. Voilà ce que me disaient certaines sources au niveau de l'OTAN. L'impression qu'il a été roulé dans la farine, il le dit de manière très explicite à 2 reprises ce soir, d'abord à la conférence de presse avec Rutte, ensuite quand il parle seul, et vous allez voir les réactions que ça provoque. Écoutez de quelle façon il décrit le téléphone et la déception quand il se rend compte que s'ensuivent des bombardements sur l'Ukraine. Je lui parle souvent pour résoudre la situation et je raccroche toujours en disant que c'était un bon coup de fil. Et puis des missiles sont lancés sur Kiev ou d'autres villes. Je me dis que c'est étrange. Après que cela se soit produit 3 ou 4 fois, vous vous dites que la discussion ne mène à rien. Quand je rentre chez moi, je dis à la première dame que j'ai parlé avec Vladimir aujourd'hui, que nous avons eu une merveilleuse conversation et elle me dit « Oh, vraiment, une autre ville vient d'être touchée ». Vraiment. C'est ça qu'on va retenir. On ne sait pas combien de conversations il a eu avec Netanyahou et derrière, nous avons vu des Palestiniens brûler, bombarder, mourir, des mensonges, des exécutions. Et c'est pour Poutine qu'on va pleurer. Mais même dans le bombardement de la maternité, là, il y avait eu combien de morts? Si vraiment c'est si important que ça, dans le bombardement de la maternité, il y a eu combien de morts? Donc c'est comme, écoutez, je ne veux pas dire que c'est un assassin, mais il est dur. Cela a été prouvé au fil des ans. Il a trompé beaucoup de gens, il a trompé Bush, il a trompé Clinton, Obama, Biden, mais il ne m'a pas trompé. Ce que je dis, c'est qu'à un certain moment, les paroles ne suffisent plus. Il faut agir, il faut des résultats, et j'espère qu'il y en aura. C'est la première fois qu'il est aussi explicite. Effectivement, ces derniers jours, dernières nuits, il y a eu des bombardements très importants sur Kiev, sur beaucoup de villes d'Ukraine, et il considère qu'il a été roulé. Oui, et on l'attendait, en fait, c'est ce retournement. On le disait d'ailleurs avec vous, Darius, à un moment, s'il va trop loin, à un moment, le président Trump, il va comprendre, en fait, que Poutine le balade, et là, le retournement peut être extrêmement spectaculaire. Regardez-moi ça. Quand on pense que c'est un général de l'armée de l'air qui parle comme ça, là où ils avaient carte blanche pour affaiblir la Russie avec Biden, ils n'ont pas réussi à faire quoi que ce soit et ils pensent que Trump soudainement va sortir une arme magique, j'allais dire de son derrière, pour soudainement changer la donne. On souhaite vraiment qu'il soit spectaculaire. Il donne 50 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il croit encore qu'il va y avoir des discussions, qu'il va y avoir des entretiens qui vont amener à peut-être un cessez-le-feu. Mais on espère vraiment qu'il va garder cette ligne, c'est-à-dire maintenant, ça suffit les discussions. Il faut du concret. Et s'il n'y a pas de concret, eh ben tu vas voir ce que tu vas voir. Sincèrement, vous écoutez tu vas voir ce que tu vas voir. Et ben franchement, moi je suis impatient. On est quel jour aujourd'hui? On est cette déclaration date du 14. Donc, 14 août, 14 septembre, ça fera 60 jours. On enlève donc aux alentours du 9 septembre, 8 septembre, 10 septembre, Trump devrait se prononcer sur la suite. Franchement, je suis impatient d'attendre. Je donne rendez-vous, on verra bien qu'est-ce qui va être dit. Et surtout, on verra bien qu'est-ce qui restera de l'Ukraine à ce moment-là. Il y a 2 choses. La première, c'est que ces 50 jours, ce qui est intéressant dans la manœuvre, entre guillemets, des sanctions secondaires, c'est que c'est une manière d'indiquer aux Indiens et aux Chinois qu'il est temps de commencer à discuter avec la Russie et de lui dire de s'asseoir sérieusement à la table. Donc on va voir comment Pékin et New Delhi vont réagir. L'autre chose, c'est que 50 jours, c'est... Moi, ce qui me tue, c'est que quand tu les attends, l'arrogance avec laquelle ils parlent, on aurait dit que le reste du monde est à leur botte, que le reste du monde a peur des Américains. C'est une histoire d'intérêt. Et l'intérêt des pays du Sud, la Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Iran, tout ça là, c'est de sortir justement de ce que vous croyez là. De ce que vous pensez là d'être à la botte, d'être du soumis des Américains. Ça, c'est les Européens, c'est plus le reste du monde. Tout le monde a compris que les États-Unis sont en déclin. Si les États-Unis étaient aussi forts que vous le pensiez, on ne serait même pas en train de parler. Ils ont déjà bien montré qu'ils ne s'embarrassent pas d'avoir l'autorisation des Nations Unies ou pas pour attaquer quelqu'un. S'ils n'attaquent pas la Russie, c'est parce qu'ils ne sont pas en mesure de le faire. Et aujourd'hui, la surprise que tout le monde a vu et que le Sud a enregistré, c'est que le grand frère américain ne peut rien pour toi si tu vas t'attaquer à la Russie. Et eux-mêmes, les Européens, même quand ils parlent de vouloir faire la guerre, ils veulent le faire avec l'assurance qu'ils auront au moins
le soutien des Américains. Bien évidemment, ce qui est stupide, c'est qu'ils ne retiennent pas la leçon. C'est que les États-Unis ne bougeront que s'il y a un espoir qu'ils gagnent la guerre, comme ils ont fait en Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne était empêtrée là-bas, là, en Russie. Et quand ils ont vu qu'ils étaient bien emprêtés, ils se sont dit, bon, ils vont pas pouvoir se battre sur tous les fronts, là on peut venir. Mais avant ça, ils sont jamais venus. Et ça sera pareil ici. Vu ce qui s'est passé en Ukraine, ils ont bien compris qu'ils n'ont aucun intérêt à mettre les pieds là-bas, puisqu'ils savent bien que la Russie retient ses coups. À la minute où ils vont mettre les pieds en Ukraine, on vous rappelle que la production de Iskander M et de missiles hypersoniques russes est très très important et qu'ils n'utilisent pas tout et que c'est pas interceptable. Et donc à la minute où les soldats là, ils vont mettre les pieds là-bas, là, il n'y a rien qui garantit que même ils seront vivants plus d'une semaine. Quand on voit ce qui s'est passé pendant la guerre de 12 jours qui viennent de passer, et ils sont là, ils parlent, on aurait dit que le reste du monde ne comprend rien, c'est juste des idiots, ils sont là, oui, tout le monde va aller dans le sens de Trump et des États-Unis. Non, le reste du monde ne veut plus ça. C'est long. Ça veut dire que les Russes ont la totalité de l'été pour continuer à taper durement l'Ukraine, ce qu'ils ne manqueront pas de faire. Et enfin, il y a un autre acteur quand même dans cette équation et que moi j'ai beaucoup ridiculisé, c'est probablement moi qui suis ridicule aujourd'hui, c'est Mark Rutte. Puisque moi, hier, je disais, ça va être le moment d'Adi à nouveau. Eh bien, peut-être que après avoir été baladé par Vladimir Poutine, en fait, il est baladé par Mark Rutte, qui, à force de courtoisie, de courtisanerie, je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de regarder en direct, Mark Rutte, il en a mis des caisses et des caisses aujourd'hui. Mais il reçoit en retour. Hein. Trump dit que c'est l'étoile, que c'est une étoile montante. Il lui a même dit, vous êtes le chef de beaucoup d'États aujourd'hui. Et Mark Rutte a dit, non, je suis pas le chef de 32 États, je suis secrétaire général de l'OTAN. Mais peut-être que cette méthode, elle porte ses fruits. Auquel cas, je tire également mon chapeau à Mark Rutte. Cela étant, est-ce qu'il ne faut pas reconnaître que la formule de Rutte, on disait il est lèche-cul, mais oui, effectivement, tout le monde se comporte avec Trump comme s'il était le papa du monde. Écoutez les réactions ce soir. Voilà. Ici, vous avez la confirmation de ce que Emmanuel Todd a toujours dit. Dans notre zone d'influence, c'est les États-Unis qui sont les rois. On est dans la sphère de domination américaine. Et nous, en tant que soumis, surtout nos dirigeants, ils pensent qu'il faut être bon avec les boss. Et aujourd'hui, vous venez de l'attendre de la bouche de Darius Rochebin. Ils font tous les lèche-culs. Quand même, parce que les dirigeants quand même étrangers continuent de venir aux États-Unis, notamment rencontrer le nouveau président. Là, c'était le cas de Giorgia Meloni ce week-end encore. Ah oui, mais attention, il y a deux mondes différents. Il y a ce qu'on appelle le monde occidental, qui est la sphère de domination américaine en fait, l'OTAN plus la Corée et le Japon. Alors nous, on est dans le système. Vous mettez l'Australie aussi dedans. Oui, toute l'anglosphère. Ça va de soi. La Nouvelle-Zélande, si vous voulez, on peut rajouter des choses comme ça. Et le Canada, bien sûr. Et nous, on est dans le système. On est dans le système de pouvoir auquel nos dirigeants, appelons les choses par leur nom, notre oligarchie est soumise. Et donc nous, pour nous, c'est important. On croit que c'est important d'être bien avec les patrons. Mais à l'extérieur de la sphère de domination américaine, la vision qui existe, c'est très très clair d'ailleurs dans le dernier bouquin écrit par le ministre des Affaires étrangères indien, tout le monde à part nous a la vision des États-Unis comme en déclin. Et tous les autres, dans les années de guerre, à partir du moment où ils ont vu que la Russie tenait le coup, ce qui pour ce que les Russes appellent maintenant la majorité globale, a été une sorte de divine surprise. En fait, c'est le monde qui a été économiquement exploité par les Occidentaux. Et le reste du monde, en fait, attend la victoire de la Russie comme une libération. Ils le sont tous. Après, ils viennent tous, sur le plan national, raconter leur vie. Mais ils sont tous soumis aux Américains. Et je suis sûr que ça doit leur faire mal au cœur d'être soumis à Donald Trump. Ça doit leur piquer la gorge, vu que quand tu sais comment ils détestent Donald Trump. Souvenez-vous des paroles de Macron quand Donald Trump a été élu. Ça va être l'international des autocrates. Et il n'avait même pas été convié pour l'investiture de Donald Trump, si je me souviens bien.
En réalité, ceux qu'il critiquait souvent sont les premiers à devoir dire bah oui, on a besoin de lui et c'est lui seul qui va retourner la situation. Peace out.